le Nkakmueka, dominé par la dynastie Pépéramo, évoque les dérives du pouvoir personnel, de la construction, de la corruption et de la confiscation de l'État. Jusqu'où la fiction permet-elle, selon vous, de dire ce que l'histoire ou le discours politique peine parfois à exprimer? Oui, le titre, le nom du pays, c'est le Kakmweka. Le Kakmweka, ça veut dire le même ancêtre. Alors, la question qu'on va se poser, mais le dictateur qui maltraite ses sujets, qui maltraite son peuple, est-ce qu'il se rend compte qu'il maltraite ses propres frères? Parce que si Kakmweka veut dire même ancêtre, ça veut dire qu'en réalité, le dictateur est frère de toutes les personnes qui constituent son peuple. Vous savez, hein, la fiction, la beauté de la fiction, parce que vous savez, moi j'ai fait un doctorat en philosophie sociale et politique, mais la beauté de la fiction, c'est qu'on peut créer tout ce qu'on veut. La beauté de la fiction, c'est que ben, celui qui crée, l'écrivain, a une liberté particulière. C'est ça qui est beau dans la fiction, parce que c'est peut-être une partie de ma thèse qui est là, hein, la question des libertés, des inégalités en politique. Mais ici, elle est sous forme de fiction et elle me permet de condenser toutes les situations, de mettre en lumière des mécanismes et d'explorer les conséquences humaines du pouvoir sans que je m'enferme dans les limites du commentaire politique. Et mon roman ne cherche pas à produire une démonstration idéologique, loin de là. Ce roman veut donner chair aux réalités vécues. Et donc, à travers le Kakmweka, je voulais interroger des phénomènes universels, la tentation de la confiscation du pouvoir, la corruption des institutions et la fragilité des libertés. Et si vous avez l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, vous allez voir que j'ai commencé à présenter les livres qui m'ont inspiré. Donc, j'ai lu Le Prince de Machiavel pour construire ces textes. J'ai lu aussi de la Boétie, hein, notamment pour forger la personnalité de Lilia Pepperamo, parce que c'est vraiment la désobéissance. Elle est issue d'une famille dictatoriale, mais elle va désobéir à sa famille et renverser son père qui est au pouvoir. Donc, voyez-vous, la fiction, pardon, permet parfois d'atteindre une vérité plus profonde que la simple accumulation de faits, simplement parce que la fiction touche directement à l'expérience humaine. Dans votre roman, l'éducation apparaît comme la véritable arme contre la dictature et l'ignorance. Pourquoi avoir fait de la construction d'écoles plutôt que de la conquête du pouvoir le grand combat de votre personnage principal? Je parle beaucoup de l'éducation dans le roman. Et comme vous le dites, elle apparaît comme la véritable arme contre la dictature et l'ignorance. Vous savez, moi, j'ai enseigné un peu. Mais vous savez, l'éducation, c'est pas juste l'enseignement, hein, c'est un peu toutes les valeurs, l'éducation familiale, l'éducation domestique, comme on dit, l'éducation scolaire. Mais vous savez, chez nous en Afrique, il y a aussi ce qu'on on appelle peut-être à tort le contrôle social. Donc, il y a l'éducation sociale, l'éducation du quartier. Donc, oui, parce que le pouvoir politique à lui seul ne transforme pas durablement une société. Une école, en revanche, peut changer plusieurs générations. Les valeurs peuvent permettre de tenir un peuple. Et Moussa la comprend. Et c'est ça, c'est la différence parce que lui, il est juriste, hein, c'est un avocat, mais il comprend que la véritable émancipation passe par l'accès au savoir. Donc, en construisant des écoles, il cherche pas à gouverner les consciences, mais il veut les libérer. Donc, vous voyez la différence. Il construit des écoles pour libérer et puis, l'éducation, donc, va lui permettre de donner quelque chose aux citoyens, c'est-à-dire leur donner un moyen de pouvoir penser par eux-mêmes, de questionner, l'injustice et de devenir acteurs de leur destin. C'est ça. C'est à ça que sert l'éducation. Voilà. Donc, si on suit un peu le principe de Moussouela, c'est en fait, il est dans une révolution plus lente que la conquête du pouvoir, hein.
Il veut pas devenir président, il veut pas devenir ministre parce que dans son pays, il peut. Mais il refuse ça parce que pour lui, la révolution va être plus lente et c'est ce qui va permettre d'être dans une posture de durabilité. Le personnage de Kakao Kone illustre les contradictions entre ambition, pouvoir, amour et renoncement. Quel rôle souhaiterez-vous lui faire jouer dans l'économie générale du récit? Euh, oui, oui. Ben, écoutez, vous savez, les personnages, on les crée, on les pense. Voilà. Moi, j'avais envie de présenter une femme qui est pas caquemouécaise, mais qui a une posture de femme, voilà, femme. Donc, pour moi, Cacao, oui, c'est vraiment les contradictions entre ambition, pouvoir, amour, renoncement, valeur aussi. C'est une femme qui n'est pas très, elle n'est pas assise, comme on dit vulgairement chez nous. C'est pas une femme qui est assise. Elle n'est pas assise. Mais c'était un personnage de tension et de complexité. Et moi, je la voulais comme ça. Parce que pour moi, elle rappelle que les êtres humains ne sont pas toujours entièrement guidés par les principes qu'ils affichent. Donc, à travers elle, je voulais explorer un peu les compromis, les ambitions et parfois les renoncements auxquels chacun peut être confronté. Alors, Cacao connaît, ouais, son nom, cacao. Vous savez ce que veut dire le cacao pour certains pays en Afrique? J'aurais pu l'appeler pétrole, uranium et tout, mais j'ai choisi de l'appeler cacao parce qu'elle sert aussi de miroir à Moussouela. Là où Moussouela privilégie la fidélité à ses convictions, Cacao est tenté par les opportunités que procure le pouvoir. Donc, cette confrontation entre ces personnages enrichit le récit et montre que les choix individuels contribuent à façonner le destin collectif. Malgré les humiliations, les menaces et même la prison, Moussouela Mountima refuse de quitter son pays ou de renoncer à ses convictions. À travers lui, vouliez-vous rendre hommage à celles et ceux qui choisissent de résister plutôt que de se résigner? Oui, Moussela Moutima est humilié, il est menacé et même la prison, hein, on voit, bon voilà, je ne vais pas vendre mon roman là, hein, pour que les gens puissent le lire, hein, mais il est menacé par toutes ces situations mais il refuse de quitter son pays, il refuse de renoncer à ses convictions. Vous savez, c'est la mort hein, qu'il accepte de mourir là. Hein, c'est ça. Donc lui, c'est une figure de résistance, mais ce n'est pas une résistance, je vais dire éthérée. C'est une résistance ancrée, c'est une résistance humaine, parce qu'il va connaître le doute, il va connaître la fatigue, il va connaître la souffrance. Pourtant, il refuse de céder à la résignation. Et à travers Moussela, j'ai voulu rendre hommage à toutes les personnes dans le monde qui parfois, dans l'ombre, continuent de défendre la justice, continuent de défendre l'éducation, continuent de défendre l'égalité, la liberté et la dignité malgré les obstacles. C'est vrai que pour ces personnes, leur courage ne fait pas toujours la une des journaux, mais ce courage-là, il constitue l'un des moteurs silencieux de notre histoire.